extrêmement ravie au nom de notre groupe des shifters de votre présence. Je suis ravie aussi au nom de Terra Solis et pour le compte de la direction de la transition climatique du Grand Reims de vous accueillir ici pour cette conférence organisée autour d'un enjeu majeur de notre siècle, c'est l'adaptation de nos territoires face au changement climatique. Alors vous savez tous, comme les actualités climatiques en ce moment nous rattrapent sur ce sujet-là, et vous savez tous du coup à quel point le sujet est important, et qui mieux que les agriculteurs savent ce qu'ils doivent au climat et comme ils en dépendent. Rappelons que le Grand Reims, ce sont 143 communes à 70% de surface agricole. Petit sujet que les citadins peuvent parfois oublier. Et cela rend d'autant plus important le travail mené par la direction de la transition écologique du Grand Reims, qui travaille à l'élaboration de la stratégie de résilience du territoire. Rappelons que c'est dans le cadre de ce travail qui est coordonné par Élise. Élise, où tu es ? Qui est là-bas, merci, qui est au four et au moulin, à tous les niveaux. Et c'est grâce à ce travail que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cet après-midi technique et de réflexion sur le sujet de l'adaptation de notre territoire à la transition climatique. Cette initiative, elle est fondamentale pour anticiper les impacts du changement, des changements à venir et d'adapter notre territoire aux défis à venir. Merci aussi à la DRAF Grand Est qui a rendu cet après-midi possible dans le cadre du projet alimentaire territorial du Triangle Marnais, programme qui est animé par le Parc naturel régional de la Montagne de Reims. Merci mon président. Merci Élise d'avoir impulsé donc ce nouveau rendez-vous. À la suite du premier événement que nous avions organisé l'année dernière déjà, je vois Sébastien et Maxime qui viennent d'arriver, donc qui rejoignent notre groupe de shifters. Nous avions organisé justement l'année dernière, le 20 mai dernier, un premier événement destiné à décloisonner les univers pour mettre le sujet de l'agriculture au centre des sujets de société et au centre de la cité. Et nous avions été heureusement étonnés du succès rencontré à cette occasion et en étions sortis renforcés. Plus d'une centaine de personnes d'horizons divers, sociétés civiles et monde agricole, avaient en effet consacré toute une fin de journée jusqu'à tard le soir pour discuter autour de la présentation des résultats de la grande consultation des agriculteurs, étude réalisée par le Shift Projet et qui avait donné lieu aussi à une étude qui s'appelle « Pour une agriculture sereine, durable et prospère ». Et Céline Corpel, qui a été pilote de ce travail national, nous rejoindra tout à l'heure. Elle a un petit peu de retard, mais elle assure, elle aussi, la continuité avec ce travail de fond qui est mené dans toutes nos régions. Où est-ce qu'elle est, Céline ? Merci Céline d'assurer du coup la continuité. Et c'est l'occasion, du coup, là encore, que les réseaux se croisent et se recroisent. Alors pour ceux qui ne savent pas qui on est, les Shifters, c'est une association de bénévoles qui soutient les travaux du Shift Projet. Le Shift Projet, c'est un think tank français qui œuvre autour de Jean-Marc Jancovici, c'est peut-être un nom qui dira plus de choses à beaucoup de gens, et qui œuvre du coup en faveur de la décarbonation de l'économie. Concrètement, notre rôle, c'est de sensibiliser et d'encourager à la transformation. Shift, d'où le nom Shift, c'est la transformer. Transformation de nos modèles pour les rendre compatibles avec les limites planétaires. Le groupe local des shifters de Reims existe depuis 2022. Il rassemble aujourd'hui une vingtaine de membres, issus d'horizons variés, mais réunis par une même volonté, contribuer à notre échelle à la transition écologique du territoire et à la construction d'un avenir résilient. Vous voyez qu'on est au cœur du sujet. Nous inscrivons donc nos actions dans le prolongement des travaux du Shift Projet, qui est un laboratoire d'idées reconnu, qui produit des analyses et des propositions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, secteur par secteur, et accompagner la transition vers une économie libérée de la dépendance aux énergies fossiles. À noter que l'étude agriculture du Shift Projet continue d'être présentée via un réseau de conférenciers certifiés par le Shift Projet. À savoir qu'on ne s'improvise pas conférencier Shift Projet, il faut avoir obtenu une certification justement. Au sein de notre groupe local de Reims, on a une personne qui est certifiée pour présenter les conférences classiques qu'on appelle Teach Shift du Shift Projet. Donc c'est Gaëlle qui est la conférencière officielle du groupe local sur ces sujets-là. Et c'est Gaëlle qui animera aussi la table ronde tout à l'heure, qui réunira donc nos différents intervenants. Et depuis peu, le groupe local peut aussi s'appuyer sur une personne certifiée pour présenter la conférence Agri, à savoir, c'est donc Catherine qui est là aussi, qui depuis peu
et la conférence officielle certifiée Shift Projet sur cette thématique-là. Merci au lycée de Thillois de nous accueillir aujourd'hui et de marquer ainsi l'importance de la relation au territoire. Territoire, c'est un mot important pour nous tous et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. C'est aussi en tant qu'organisation engagée pour accompagner le monde agricole territorial que Terra Solis s'est associée à cet après-midi. Terra Solis, dont la ferme expérimentale est installée sur les espaces de l'ex-Basse 112, donc à Betheny, plus au nord, est en effet un acteur majeur de l'innovation et de la transition dans le secteur agricole et agro-industriel. Et c'est à partir de ce lieu emblématique qui évoque beaucoup de souvenirs à beaucoup de générations rémoises et régionales, puisque la base aérienne a accueilli beaucoup de gens qui ont fait l'armée à l'époque où c'était obligatoire. Située à Betheny, et elle s'inscrit donc pleinement comme acteur du territoire. Parce qu'il revêt autant d'enjeux, cet événement suscite une dynamique de coopération entre les personnes qui est aussi très réjouissante. Et je remercie là tous les gens au niveau du Grand Reims, au niveau du lycée de Thillois, au niveau de tous les amis qui nous ont permis finalement de trouver des solutions, bon, aujourd'hui à titre beaucoup plus professionnel, mais on sent que c'est un sujet qui motive beaucoup de gens qui viennent de partout et qui se retrouvent unis dans cet objectif et dans trouver des réponses à ces enjeux climatiques. Nos missions en tant que shifters rejoignent pleinement cette ambition. Contribuer à enrayer le réchauffement climatique en favorisant la décarbonation de tous les acteurs et tous les secteurs de notre société. C'est donc tout naturellement que nous accueillons Serge Zaka, dont les travaux permettent de mieux comprendre les impacts concrets du changement climatique, notamment sur l'agriculture et nos territoires. Merci Serge d'être là aujourd'hui. Serge Zaka, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est depuis quelques années la star du climat. L'homme au chapeau que tous ceux qui suivent un peu ces sujets connaissent bien. Tu es ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie, une passion pour le climat que tu pratiques également en tant que chasseur d'orage, puisque si j'ai bien compris, c'est ce qui t'a conduit à faire des superbes photos, grâce auxquelles tu t'es fait connaître du grand public. Et c'est cette notoriété, cette audience médiatique qui te permet maintenant d'être lanceur d'alerte sur les impacts du changement climatique sur la production agricole. Installé à Montpellier, tu connais donc bien les problématiques des agricultures et viticulture d'Occitanie, mais tu sillonnes maintenant tellement l'Hexagone que tu peux intervenir en vrai ou via les réseaux sociaux pour sensibiliser sur tous les territoires aux effets du changement climatique et intervenir sur d'autres. Et du coup, grâce aux résultats des modélisations que tu as développées dans le cadre d'AgroClimat 2050, le bureau d'études spécialisé que tu as fondé. C'est bien ça. Donc sa venue est une opportunité précieuse pour mieux appréhender les défis qui nous attendent et surtout les moyens d'y faire face collectivement. C'est un mot qui est important puisque finalement il va falloir décloisonner, il va falloir sortir nos postures sectorielles pour être en capacité vraiment d'hybrider et de trouver des solutions qui impliquent de remettre en cause certains systèmes et de créer l'avenir finalement. À l'issue de cette conférence, les intervenants professionnels réunis autour de notre table ronde, qui est presque ronde, réagiront à ces informations et pourront évoquer l'état d'avancement des différentes stratégies mises en œuvre localement pour faire face à ce que tu auras exposé. Donc je vous souhaite à tous une excellente conférence et une très bonne après-midi. Alors du coup oui, on va parler du changement climatique et de l'agriculture. Je suis donc agronome, ingénieur agronome et docteur en agroclimatologie. Mon objectif aujourd'hui est de venir vous parler du territoire. À quoi va ressembler le territoire dans l'avenir? Quelle forme d'agriculture? Quelle évolution nécessaire? Quelle nouvelle filière sur le territoire? Etc. Donc c'est une présentation qui ne sera pas totalement complète, puisque j'ai laissé quelques discussions aussi pour les tables rondes. On va notamment parler de ces nouvelles filières, mais aussi de la fertilité du sol. Ne vous inquiétez pas, je parlerai du sol tout à la fin de mon diapo, c'est fait exprès. Je considère que le sol est 50% de la solution, mais vu qu'on l'aborde à la table ronde, j'en parle tout à la fin, avec Terra Solis qui nous en parlera
beaucoup mieux d'ailleurs que moi. Alors du coup, sur le territoire de Reims, qu'est-ce qui va se passer avec ce changement climatique? Dans un premier temps, on va regarder les évolutions climatiques, parce que je veux qu'on soit d'accord déjà. Quelles évolutions climatiques nous attendent sur le territoire? On ne va pas parler de l'agriculture forcément nationale, parce que des moyennes entre Perpignan, Lille, Strasbourg et Brest ne veulent rien dire pour un agriculteur. Les évolutions climatiques se font au niveau des terroirs, et c'est ce qu'on fera du coup aujourd'hui. On va parler du terroir local. L'objectif ici, c'est d'anticiper. C'est d'ailleurs mon mot de conclusion. Nous pouvons faire face au changement climatique, bien sûr, jusqu'à une certaine mesure. On verra à partir de quand. On peut y faire face à condition d'anticiper ces impacts du changement climatique, ce qui est d'ailleurs le rôle de mon métier. Donc on va voir pas mal d'éléments jusqu'en 2050, voire même plus tard. Alors je ne masque pas les problèmes court terme, parce qu'en agriculture, on a des problèmes court terme. Par exemple, les épisodes d'excès d'eau qu'on a en cours, la DNC qu'on peut avoir sur le territoire, les prix de vente des céréales qu'on peut avoir, les problématiques qu'on parlera d'ailleurs dès demain au salon de l'agriculture. Ça, ce sont les problématiques court terme. Il ne faut pas oublier les problématiques long terme, parce que si on les masque d'ici 2050, ce qui était long terme aujourd'hui, ce sera du court terme en fait en 2050. Donc le but est d'anticiper et de voir à quoi pourrait ressembler le système agricole en 2050 au niveau territorial. Donc je commence par un petit retour sur 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 si vous voulez. On fera de la climatologie future ensuite. On regarde ce qui se passe jusqu'en 2050-2100 sur le territoire. Et tout ce qu'on aura appris, on va l'appliquer au blé, aux vaches. Non, on va peut-être pas aborder les vaches aujourd'hui, mais blé, maïs, nouvelles filières, façon de cultiver, l'arbre aussi, quel est son rôle, etc. etc. Donc sur le territoire. Allez, je commence juste par une définition. Le rôle de mon métier, l'agrométéo, l'agroclimato. L'agrométéorologie, c'est l'impact de la météo sur l'agriculture. Je ne sais pas si c'est des agriculteurs, mais il me semble que si, dans la pièce, vous êtes tous agrométéorologues, et beaucoup plus que moi. La météo, c'est le court terme. C'est l'impact du court terme sur l'agriculture. En gros, quand Evelyne Delia vous présente les prévisions météo, lorsqu'on va être à Paris, lorsqu'on va travailler à la Défense, on va regarder ces prévisions météo et puis on va se demander comment je vais aller au travail demain, si je prends ma trottinette, si je prends un transport, la voiture, s'il neige, s'il pleut, comment je m'habille, si je mets un bonnet ou si je mets un manteau. Un agriculteur, il ne voit pas la même chose. Un agriculteur, quand il a les prévisions météorologiques, s'il y a une canicule par exemple de prévue dans les prochains jours, il va dire comment je protège mes vaches laitières, est-ce que je dois irriguer, est-ce que je peux aller semer. Ça, c'est sa traduction des prévisions météorologiques pour l'agriculture. C'est ça l'agrométéorologie, c'est le court terme. L'agroclimatologie, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est du long terme. Ça répond à des questions beaucoup plus socio-économiques et politiques qui font intervenir de très nombreux acteurs, vraiment du ministre jusqu'à l'agriculteur. C'est-à-dire, est-ce que sur le territoire, je vais avoir du maraîchage? Est-ce que je vais avoir plus d'arbres dans l'avenir? Est-ce que le colza va être toujours présent sur le territoire? Est-ce que j'ai pas intérêt à développer les cultures énergétiques? Est-ce que les panneaux solaires seront plus présents dans les parcelles ou sur les toits des bâtiments? Ça, c'est des questions long terme qui nous permettent donc de faire intervenir à la fois l'agriculteur, mais toute la chaîne de décision. C'est pour ça d'ailleurs que c'est plus long à faire travailler dessus, puisque ça fait intervenir de très nombreux acteurs. Voilà pour ces définitions. Je vais déjà regarder ce qui s'est passé dans le passé. Parce que si j'aurais fait cette conférence il y a 20 ans, je vous aurais parlé de projections. Des projections, on projette que, il y aura du gel, il y aura des canicules. Là, c'est plus des projections. On a déjà des exemples, on a déjà des constats à mettre en valeur sur le terrain, et je vais revenir donc sur 2021. 2021, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une période de douceur exceptionnelle ici, fin mars, sur la France, où il a fait entre 20 et 30 degrés sur la plupart des régions. Fin mars, ici, du côté de Reims, il faisait entre 25 et 27 degrés. C'était en mars, je tiens à préciser, ce qui n'est pas normal. C'est d'ailleurs le record, de la ville. Ensuite, on a eu ce décrochage polaire là que vous voyez très bien, qui est descendu sur la France et qui a brûlé du coup tous les végétaux qui avaient osé ouvrir leurs bourgeons en mars. On appelle ça un faux printemps. C'est-à-dire une période de douceur à la sortie de l'hiver qui fait réveiller les bourgeons trop tôt et qui les met et les expose à des risques de gel plus tard en saison. C'est exactement ce qui s'est passé en mars. Cette catastrophe agricole a fait 2 milliards de pertes de rendement au niveau national.
Alors ça concernait un petit peu moins le territoire, puisqu'ici on a surtout des grandes cultures. On a peut-être les betteraves qui ont peut-être un peu souffert aussi cette année-là. Ceci dit, 2 milliards de pertes de rendement, c'est la plus grosse catastrophe agricole depuis la Seconde Guerre mondiale, donc depuis l'arrivée de l'agriculture dite moderne. C'est pas la sécheresse, c'est pas les canicules, là c'était un gel. Et encore, c'était pas le gel le problème, c'était la douceur qu'il y a eu juste avant. Alors en 2022, on a eu une situation météorologique différente. Vous avez ici cette dépression au large du Portugal qui est à l'avant de la dépression apporte de l'air chaud. On appelle ça le sirocco, qui se caractérise par des dépôts de poussière de sable d'ailleurs sur nos voitures et nos tracteurs. Et donc ce sirocco a soufflé une bonne partie de l'été. Et donc tout l'été, cet air chaud est remonté. On a eu le deuxième été le plus chaud jamais observé dans l'année, qui est l'année 2022, la plus chaude jamais observée. Forcément, là, les impacts ont été importants. Même ici, du côté de la Champagne-Ardenne, nous avons eu des pertes de rendement pour le maïs, pour le blé, de moins 12% à moins 30% dans la région, suivant irrigation, non-irrigation, la profondeur des sols, etc. C'est une moyenne régionale. Tandis que pour le blé, on était en hausse. Entre le nord et le sud, il y avait ceci dit une différence dans la région, donc plus 2%. Ce qu'on voit sur le graphique ici, c'est que les cultures qui poussent en été, le maïs représenté ici, sont plus impactées que les cultures qui vont pousser sur la partie froide de l'année ici, le blé d'hiver. Et autre point, et ça c'est très important pour vous, le nord de la France est moins concerné pour l'instant que le sud de la France. Ça veut dire qu'ici, on retient que les cultures d'été sont plus impactées que les cultures d'hiver et qu'on est moins concerné que le sud de la France. Alors cette année 2022 était une année exceptionnelle. On appelle ça une année en pic. Là, vous le voyez sur le graphique en violet. Sur ce graphique, j'ai placé les projections du GIEC, donc une projection plutôt faible à modérée, ici en rouge. Les points noirs, ce sont les observations, ce qu'on mesure les stations météorologiques. Donc vous voyez, une très forte variabilité interannuelle, on va y revenir. Et on a cette projection, 2022 est un pic vers le haut, je le projette, je tombe sur 2050. Ça veut dire qu'en 2050, l'année 2022 sera normale. Et quand je dis normal, c'est que toutes les pertes de rendement que nous avons eues au niveau français, donc plusieurs centaines de millions d'euros quand même, eh ben, il faudra les éviter. Donc c'est le système agricole en lui-même qu'il faudra faire évoluer, et on n'a que 25 ans. 25 ans, ça vous paraît ridicule. Mais pour l'agriculture, c'est aujourd'hui. Si vous devez planter par exemple des arbres, des oliviers ou je ne sais quoi, 25 ans dans la vie d'un olivier, c'est rien du tout, c'est demain. Si vous devez développer des filières de tomates, de courgettes, d'aubergines sur le territoire, 25 ans, c'est rien pour développer une filière, c'est-à-dire tout le tissu économique qui est juste derrière. C'est ça le plus long en réalité, jusqu'au consommateur. Donc, si on réfléchit à 2050, il faut réfléchir aujourd'hui. Vous aviez ici le monsieur, je ne sais pas si vous l'avez très bien vu, mais il y avait un petit monsieur qui promène son chien là dans la vidéo. Donc le monsieur trace une trajectoire bleue, c'est la trajectoire moyenne du changement climatique. Son chien, lui, va faire aller à gauche, à droite pour aller sentir à gauche, à droite. Lui, il trace une trajectoire qui n'est pas rectiligne. C'est ce qu'on appelle la variabilité interannuelle entre les années. Des années plus sèches, des années plus humides, puis une année plus sèche, puis une année plus humide. L'agriculteur, il est concerné à la fois par l'évolution de la température moyenne, mais aussi de la variabilité aussi autour de cette température, notamment pour la pluie qu'on verra d'ailleurs tout à l'heure. Donc il ne faut pas regarder que les moyennes, il faut regarder aussi les extrêmes qui vont dans les deux sens pour l'agriculture. Puisqu'en 2023 et 2024, en parlant d'extrêmes, on est parti dans l'autre sens. En 2023 et 2024, on a eu des excès d'eau. En 2025, on a eu des déficits. En 2026, on commence à rebattre les records qu'on a battus en 2023 et 2024. C'est-à-dire qu'il faut regarder la variabilité de cette pluie. Et pourquoi on a des excès de précipitations quand il se met à pleuvoir? C'est simplement que notre océan, qui se réchauffe tout comme l'air, l'air se réchauffe, mais il n'y a pas que l'air, il y a aussi la surface de l'océan. La surface de l'océan Atlantique s'est réchauffée. Donc quand vous avez une rivière atmosphérique, c'est un courant d'air qui, entre guillemets, qui passe au-dessus de l'Atlantique, et ben, il se charge en eau. Vu que l'air est plus chaud, il peut contenir plus d'eau, et vu que la mer est plus chaude, elle peut refiler plus d'eau. Et donc on a de l'humidité partout. C'est ce qu'on a depuis 1 mois et demi, depuis Noël. On a une rivière atmosphérique qui vient sur le Maroc, le Portugal, l'Espagne et la France, qui fait que nous avons des inondations partout. Alors qu'à Perpignan, il n'a pas plu pendant 3 ans. Maintenant, on se tape 3 ans de pluie en 2 mois. Donc il y a un moment, comment on peut produire sereinement face à des excès
et à des déficits d'eau. On verra d'ailleurs que le sol est une des grosses solutions sur le sujet. Donc une mer plus chaude rapportera de l'humidité en plus. Voilà, donc des périodes plus sèches et des périodes plus humides à la fois. Justement, je vais introduire cette partie sur la pluie. Donc maintenant, on va regarder ce qui se passe dans le futur. Mais avant ça, on regarde ce qui se passe depuis 1961 dans la région. Parce que vous allez me dire qu'avec le changement climatique, vous avez l'impression qu'il pleut moins. Eh bien, ce n'est pas le cas. Dans le nord de la France, ici en vert, ça ce sont des pluviomètres, ils mesurent la pluie. Dans le nord de la France, ici en vert, et surtout du côté de Reims, on a plus d'eau qui tombe à l'année. Oui, le changement climatique pour l'instant, il y a aussi une variabilité naturelle là-dedans, mais en tout cas, le changement climatique pour l'instant là-dedans apporte un peu plus d'eau du côté de Reims à l'année. Ce n'est pas une sécheresse éternelle comme on peut l'entendre dans les médias, c'est une modification de la répartition au sein de la France. Le nord, pour l'instant, a plus d'eau, le sud, par contre, il en a moins. Alors, en termes d'évolution de surface en sécheresse, vous les avez juste ici. Vous allez me dire, s'il pleut plus, j'ai forcément moins de sécheresse, c'est logique. Ben, c'est pas logique, non. Parce qu'on a plus de sécheresse. À Reims, il pleut plus, et en même temps, il y a plus de sécheresse. Comment ça se fait? Ben, c'est que la température augmente aussi. Si la température augmente, il y a plus d'évaporation, il y a plus de transpiration de la part des écosystèmes. Et donc cette pluie qui tombe en excès, eh bien, elle repart à l'air parce qu'il fait plus chaud. En plus, elle tombe plus sur la même période, donc on peut avoir des étés plus secs et des périodes froides plus humides. Donc on a effectivement une avancée de la sécheresse du côté des Ardennes et de Champagne-Ardenne avec plus 5% de surface en sécheresse en moyenne depuis 70 ans. Dans le sud de la France, effectivement, il pleut moins, il fait plus chaud. Donc là, les sécheresses avancent plus vite, plus 15% en Auvergne, plus 11% du côté du Languedoc. Donc une partie de la France s'assèche, effectivement. Sauf une partie de la Manche. Pour l'instant, bien sûr, vous me comprenez que plus tard, ça sera aussi leur cas. Donc ici, vous avez les surfaces en sécheresse. J'ai comparé chez moi dans le Languedoc avec la Champagne-Ardenne. Ce que vous voyez, c'est les sécheresses depuis 1959. Chaque barre, c'est un pourcentage de sécheresse. Par exemple, la référence ici reste 1976 avec 46% des surfaces agricoles en sécheresse. Puis plus on avance dans le siècle, plus on a des barres qui apparaissent ici. Pas une tendance de fond pour l'instant, mais en tout cas des barres plus fréquentes qui sont plus modérées et qui font que la moyenne a tendance à augmenter. Par contre, dans le Languedoc, là où il pleut moins, où il fait aussi plus chaud, là on voit bien une progression et on voit bien les 2 dernières années de sécheresse là sur le graphique. Ça s'appelle un assèchement. Pour l'instant, en Champagne-Ardenne, c'est pas totalement installé, mais ça vient progressivement avec des années de plus en plus sèches qui apparaissent. Dans le Languedoc, maintenant, c'est tous les ans. Ici, ce n'est pas forcément encore le cas. Alors d'ici 2100, qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai repris le rapport officiel à ce sujet, c'est France plus 4 degrés. Donc c'est le rapport sur lequel les scientifiques doivent se mettre en accord pour pouvoir trouver des adaptations communes. Donc vous avez plus 2 d'ici 2030, 2,7 d'ici 2050, plus 4 degrés d'ici 2100. Ça, c'est le cumul de pluie à l'année. Je commence par l'année. En bleu, ce sont les zones qui vont recevoir plus d'eau. En hachuré, c'est les incertitudes, on dit que c'est plutôt stable. Et en jaune, c'est les zones qui vont recevoir moins d'eau à l'année. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en Champagne-Ardenne, essentiellement, on a plus d'eau, voire une stabilité des pluies. Donc on aura la même quantité, voire un petit peu plus d'eau. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai été invité pour vous dire que il est tombé de la même quantité d'eau. C'est plus compliqué que ça en réalité. Alors, avant de parler du saisonnier, on va regarder le graphique local. Donc là, j'ai pris les données qui ont permis de faire cette carte, mais au niveau local. En noir, c'est le passé. En rouge, en couleur, c'est l'avenir. En rouge, c'est le plus chaud. En vert, c'est le plus frais. Donc c'est le cumul annuel de pluie autour de 730 à 740 mm de pluie. Et vous voyez que d'ici 2100, ici, tout à l'extrémité du graphique, eh bien, on a plutôt une stabilité des pluies qui est attendue, du moins sur le graphique qui est montré ici. Donc à peu près 720 mm de pluie qui devrait tomber dans l'année. Le problème, c'est que je suis en train de vous parler de l'année sur une activité agricole qui est saisonnière. Parce que le maïs et le blé ne poussent pas à la même période, tout comme le colza ou le tournesol. Donc on va regarder maintenant au niveau des saisons, et là c'est différent. Vous avez donc l'hiver et l'été, les mêmes échéances. En hiver, on s'attend à avoir plus d'eau du côté de la Champagne-Ardenne, surtout vers la fin du siècle, où là on aura beaucoup plus d'eau en hiver. Par contre, à l'inverse, en été, on aura moins d'eau.
C'est-à-dire que des adaptations sur le colza, le orge et le maïs, non, blé, colza, orge, pardon, les cultures d'hiver, la betterave c'est une culture d'été, les cultures d'hiver, eh ben on aura des problématiques d'excès d'eau, tandis que pour la betterave, la pomme de terre, le maïs, le tournesol, on aura des problématiques de déficit d'eau. Il faut distinguer les adaptations pour les différentes cultures. Il n'existe pas en agriculture une solution miracle qui soit adaptable à tous les sols, toutes les cultures et tous les climats. Déjà qu'on soit d'accord, ça va être plus complexe que juste un truc simple que je vais vous montrer. C'est des choses qui sont à nuancer et plus complexes qu'on verra tout à l'heure. Donc ici, je reprends le même graphique pour l'hiver. Donc du côté de Reims, on a une augmentation progressive des précipitations. On passe de 175 à peu près 200-220 mm de pluie dans l'hiver. Par contre, en été, cette fois-ci, une diminution à peu près de 200-180 mm de pluie et ça diminue progressivement vers 120-150 mm de pluie en plus d'une température qui augmente et qu'il y a plus d'évapotranspiration, je tiens à le préciser. Voilà, donc une évolution dans l'accentuation du cycle de l'eau dans les deux sens. Donc quand vous voyez une personne, c'est généralement un homme de plus de 50 ans, qui va sur CNews et qui vous dit « Il y a des inondations à Bordeaux, ils sont où les gens du GIEC ?» Il fallait lire le rapport du GIEC, oui, parce que dans le rapport du GIEC, il est bien indiqué qu'il y aura plus de pluie en hiver et moins de pluie en été au niveau de certaines régions françaises. Donc faites attention à ce qui se dit de façon simpliste sur les réseaux sociaux. Il n'existe rien de simpliste dans la science climatique et encore moins dans la science agricole. Alors au niveau des températures, ça va être plus simple. Parce que la température, elle monte dans un seul sens, le climat se réchauffe. C'est-à-dire que les températures qu'on avait dans le passé à Reims autour des 11 degrés, et ben dans l'avenir, ça sera à peu près 13, 14 degrés du côté de Reims, qui correspond au climat de Bordeaux, au climat de Toulouse. Donc vous pouvez vous imaginer que les cultures qu'on mène en Champagne-Ardenne actuellement, avec des pratiques agricoles qui étaient propres à la Champagne-Ardenne, ne seront plus valables dans un système agricole futur, puisque ce qu'on fait à Toulouse n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans les Champagnes-Ardennes. Donc c'est un système agricole en lui-même. Il ne faut pas avoir que ça, que des petits pansements, mais un système agricole en lui-même qu'il faudra repenser dans l'avenir. Ici, vous avez la température moyenne à Reims, autour des 11 degrés actuellement, et qui pourrait monter dans l'avenir à 13-14 degrés dans un scénario modéré de réchauffement, et dans un scénario fort autour des 16 degrés. Je ne parle pas du scénario faible, parce qu'on n'y est déjà plus. Donc on regarde plutôt les courbes oranges et les courbes rouges sur ces graphiques-là. Alors en agriculture, on ne regarde pas que les moyennes. Parce que vous pouvez avoir un maïsiculteur ou un betteravier, du coup, qui a une très 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 bonne année, et pendant 2 semaines, en été, il fait 40 degrés. Et bien si, il suffit de 2 semaines à 40 degrés pour que tout le potentiel de récolte s'en aille. Et donc on regarde aussi les extrêmes. Et c'est ce que je vais dire juste avec ce graphique-là. Ici, vous avez les extrêmes de température. C'est ce qu'on appelle les vagues de froid et les vagues de chaleur. Donc vague de chaleur sur le haut du graphique, vague de froid sur le bas du graphique. Depuis 1900 jusqu'à 2026, le graphique est à jour aujourd'hui. Chaque bulle, c'est une vague de froid, une vague de chaleur. Plus la bulle est grosse, plus la vague de froid est intense, ou la vague de chaleur aussi. Donc ce qu'on voit, c'est qu'après les années 2000, ici représentées en noir, on a 4 fois plus de vagues de chaleur et 2 fois moins de vagues de froid. C'est normal, le climat se réchauffe. Donc des événements climatiques qui vont être plus marqués, mais cette fois-ci dans les extrêmes hauts. Contrairement aux précipitations, ça ne va pas dans les deux sens. Alors du côté de Reims, c'est le nombre de jours à 35 degrés qui augmente. 35 degrés, c'est l'arrêt de croissance de la betterave. 35 degrés, c'est des problèmes de reproduction pour le maïs. 35 degrés, suivant l'humidité, c'est des problèmes aussi pour la production de lait. 35 degrés pour la courgette, le melon, la tomate, c'est une fleur qui ne peut plus polliniser et plus produire de fruits derrière. Donc c'est souvent un seuil qu'on retrouve pour la plupart des cultures. Pour la pomme de terre aussi, c'est à peu près ça, voire un petit peu moins. Donc vous avez une augmentation du nombre de jours à 35 degrés, où dans le passé, on en avait peut-être 1, 2 par an, et c'était déjà assez rare. Dans l'avenir, on pourrait monter à 25 jours par an. Et encore, là, je vous montre les graphiques d'ici. Je ne vous ai pas montré les 60 jours de 35 degrés qu'on aura à Montpellier. Donc juste pour vous dire qu'ici, on est capable d'adapter notre agriculture, mais il ne faut pas oublier les personnes qui habitent au sud de la France, qui auront beaucoup plus de difficultés. Et c'est un système qui va profondément changer, tellement changer, qu'il ne ressemblera plus du tout à ce qu'on a actuellement. Jusqu'à une certaine limite.
Parce que là, je vous parle d'adaptation, mais c'est juste qu'à une certaine limite. Dans le rapport France plus 4 degrés, vous l'avez juste ici, 4 degrés en 2100, on voit sur Reims entre 48 et 50 degrés au maximum dans l'année. Et je veux dire que je veux bien vous parler d'adaptation jusqu'en 2050, 2060, voire 2070 pour le coin. Mais après 2070, si le réchauffement continue de la même façon, on ne pourra plus adapter notre agriculture. C'est juste une limite biologique. Parce qu'à 48 degrés, je veux dire, même avec le meilleur des sols et une irrigation, il n'y a rien qui pousse pour des cultures à destination humaine, sauf les cactus et la figue de Barbarie. Mais je ne pense pas qu'on pourra faire un AOC figue de Barbarie à Reims et se baser uniquement sur ça pour nos apports caloriques. Donc il faut aussi se dire que l'adaptation agricole a une certaine limite. Je veux bien que les agriculteurs stockent du carbone, on en parlera tout à l'heure. Je veux bien que les agriculteurs mettent des arbres dans les pâtures, mettent des arbres dans les champs éventuellement pour maîtriser la température. Mais s'il fait 48 degrés, l'arbre lui-même, il meurt. Et c'est déjà arrivé parce qu'à Montpellier, il a fait 46,1 degrés chez moi. C'était dans mon village. Et toute la cime des arbres et toutes les vignes ont perdu leurs feuilles. En une journée, il a fallu 4 heures à 46 degrés. C'est ce qu'on appelle un stress thermique. L'agriculture ne peut pas stocker toutes les émissions de carbone émises par le reste des activités. Il faut comprendre qu'un peu de sobriété, un petit peu on va dire, de faire rebaisser notre façon de consommer aussi, ou de consommer de l'énergie ou des biens, eh bien ça aussi, c'est tout aussi important pour adapter notre agriculture. Elle ne s'adaptera pas éternellement. À l'inverse, le nombre de jours de gel diminue. Et si vous les avez divisés par 2, voire par 3, alors c'est sympa pour le tourisme à Reims. Je veux bien, pour les bières en terrasse, pour tout ça, parce qu'il faut le dire aussi, sinon on est catastrophiste. Par contre, le gel, c'est le meilleur insecticide aussi, il ne faut pas l'oublier. Dans les années 50, on disait ça, nettoyer la vermine. Quand le gel arrivait, il faisait moins 10, moins 15, moins 20, moins 25. C'est ça, une vraie vague de froid. C'est pas quand une grand-mère a froid dans un bus à Paris, il fait moins 3 dehors, quoi. C'est moins 20, moins 15 à Reims. Il peut faire encore plus froid, même. Eh bien, en réalité, ce froid permettait de limiter les moucherons, les moustiques, les pucerons, qui permettaient de transférer des maladies. On parle de la jaunisse de la betterave, notamment, par rapport aux pucerons. Ou de la DNC par rapport à la mouche, qui a d'ailleurs arrêté sa progression, surtout parce que le gel est arrivé début vers Noël, ce qui a arrêté sa progression. Entre autres, il y a aussi le transport d'animaux contaminés qui a été stoppé depuis. Alors du coup, ce nombre de jours de gel qui diminue, ça impacte aussi les sols, sur la structure des sols, bon ça c'est plus technique, mais ça impacte aussi nos arbres fruitiers. Parce que tous les pommiers, les poiriers, les pêchers, les abricotiers ont besoin de froid pour fleurir. On appelle ça la vernalisation, pour ceux qui ont fait de la biologie. S'ils ne les ont pas, les heures de froid cumulées, ils ne fleurissent pas. Il faut 1000 heures en dessous de 7,2 degrés pour un pommier de variété golden pour fleurir. S'il ne les a pas, il ne fleurit pas. S'il ne fleurit pas, il n'y a pas de pommes. Donc c'est pour ça qu'on parle d'évolution des bassins de production, notamment pour les arbres fruitiers. Bon, les parties climatiques, je les ai terminées. J'ai encore 34 minutes et 30 secondes pour vous parler de l'agriculture. Et je vais vous parler des filières présentes et des filières futures, parce que oui, il y aura aussi des filières qui pourraient arriver sur le territoire. Alors ici, vous avez une étude qui a été faite par l'INRA de Nancy. Elle a été faite en 2004. Et cette étude montre l'aire de répartition des différents paysages que nous avons en France, représentés par une espèce emblématique de ce paysage. En rouge, c'est la garrigue, vous l'avez reconnue, représentée par le chêne vert méditerranéen, qui d'ici 2100 pourrait remonter jusqu'en Bourgogne et jusqu'en Poitou. Donc vous imaginez l'évolution paysagère adaptée à côté, quoi. Enfin, quand les cigales vont chanter à Bordeaux en plein milieu de l'été, on pourra commencer à se poser des questions. Sauf que les cultures aussi vont forcément remonter, c'est ce qu'on va voir dans les diapositives suivantes. Alors du coup, pour commencer sur ces diapositives suivantes, il y a également, alors j'ai commencé par les cultures à vocation énergétique, j'en ai mis 2, et puis après on entamera les cultures à vocation alimentaire. Vous avez ici le miscanthus. Miscanthus, c'est une culture plutôt, je ne sais pas si on dit tropicale, mais en tout cas c'est une culture qui est à vocation énergétique. Vous voyez son évolution, on ne voit pas peut-être très bien sur le graphique, l'animation ne marche peut-être pas en continu, mais en tout cas le rendement du miscanthus pourrait progressivement augmenter dans l'avenir. Donc ça, c'est un point
positif. Après, à voir si en termes énergétiques c'est intéressant ou pas. Alors vous avez d'autres cultures énergétiques comme le switch grass, on appelle ça. La panique érigée, il me semble, en français. Elle aussi pourrait voir son rendement augmenter avec l'évolution climatique, avec les conditions plus chaudes. Bon, ça c'était pour les cultures énergétiques. Ce qui nous intéresse aussi, c'est les cultures à vocation alimentaire. Vous prenez le maïs. Lui, le maïs, il aime la chaleur. Donc forcément, aimant la chaleur, le rendement a tendance à progresser sur la partie nord de l'Europe, qui est favorable avec le réchauffement. Par contre, sur la partie sud-ouest de la France comprise, je tiens à le préciser, cette fois-ci, il a tendance à diminuer. Donc on a une évolution vers le haut. Et pendant 10 ans, 20 ans, le maïs va être intéressant dans la région. Après, le rendement pourrait rediminuer, on le verra en détail tout à l'heure. Ici, c'est le colza. Donc le colza qui est aussi présent dans la région, il a tendance aussi à remonter sur la partie nord de la France. Par contre, son rendement pourrait rester intéressant. Parce que c'est une culture d'hiver, une culture qui ne va pas subir toutes les sécheresses et les canicules. On le verra tout à l'heure aussi. Vous avez d'autres cultures qui pourraient continuer à être présentes dans la région. Vous avez ici la betterave, je ne sais pas si ça va s'animer aussi, et de toute façon, même en s'animant, on ne voit pas très bien les couleurs. Mais ceci dit, la betterave pourrait aussi rester implantée dans la région, avec ceci dit des pertes de rendement de moins 5 à moins 20% dans la partie centre de la France, et des rendements plutôt stables suivant les conditions de culture dans la partie extrême nord, dans les sols les plus profonds, autour d'Arras. Alors je suis en train de vous montrer des cultures en vous disant progressivement que le rendement va rester stable. Le rendement va parfois légèrement diminuer, voire légèrement augmenter. C'est-à-dire que dans le nord de la France, pour les cultures déjà présentes, les adaptations sur le sol, sur la génétique, sur l'irrigation, sur les arbres, sur le couvert végétal, on en parlera tout à l'heure, du sol notamment, suffiront à permettre aux filières de rester implantées. Ça, c'est juste en termes climatiques. Ça veut dire que dans le nord de la France, vous avez la chance, avec le changement climatique, de garder des filières et d'en avoir de nouvelles qui arrivent par le sud. Dans le sud de la France, ce n'est pas le cas. Vous me prenez le maïs, par exemple. Le maïs dans le sud-ouest de la France, en termes thermiques, en termes hydriques, progressivement d'ici 2050, ça ne sera plus possible, puisqu'il fera beaucoup trop chaud et beaucoup trop sec. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut regarder les différences entre les régions pour pouvoir s'adapter. Ça, c'est le pois chiche. Alors lui, le pois chiche, il aime bien les conditions plus sèches, plus chaudes. Donc forcément, dans l'avenir, il pourrait remonter. Ça, c'est le pois chiche actuel, mais on peut imaginer qu'il peut remonter dans l'avenir. Donc une diversification des filières qui pourrait être possible sur l'ancienne culture. Ici, vous avez la vigne. Vigne qui est présente sur le territoire. En bleu, vous avez les cépages plutôt Pinot Noir, Meunier, Chardonnay, Riesling, Sylvaner, Auxerrois. Donc ça, c'est des cépages plutôt Champagne, Bourgogne, Pays de la Loire, Valais, qu'on retrouve généralement avec les vins que vous connaissez qui en sont dérivés. Donc la date défile, donc on a les vignobles qui continuent de remonter, c'est-à-dire que certains champenois, actuellement, la maison Tattinger, il me semble, achètent des terres en Angleterre pour pouvoir faire des futurs vins là-bas. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que le changement climatique a des aspects positifs pour pouvoir remonter certaines cultures vers le nord. Par contre, à force de regarder la France, vous en avez oublié de regarder l'Espagne. Vous l'avez juste là. Donc la vigne est une des cultures les plus résistantes aux fortes chaleurs et aux sécheresses que nous avons en France, avec l'olivier. Et vous voyez ici la désertification. Tandis que le sud de la France, on passe carrément sur des cépages qui sont inconnus en France. Donc une évolution de la filière qui sera beaucoup plus marquée qu'en Champagne, où là, la diversification des cépages pourrait être parfois intéressante. Attention, certaines années, aux sécheresses estivales. Vous avez ici l'abricot bergeron. L'abricot bergeron, lui, aussi, il remonte. C'est le roi de la vallée du Rhône, l'abricot bergeron. Il est juste ici, à 100% de réussite économique dans la vallée du Rhône. Progressivement, il remonte dans cette vallée du Rhône, disparaît du Languedoc, sa région d'origine, et puis remonte sur les Pays de la Loire, l'Île-de-France et certains coins qui ne sont pas trop humides, attention, du côté donc de la Champagne-Ardenne. C'est-à-dire qu'on a une diversification paysagère qui va être juste folle dans l'avenir. Vous aurez plus forcément le potentiel que de faire de la betterave, de la pomme de terre, du blé, du colza. On pourra rajouter de l'arboriculture par-dessus, du maraîchage également, on le verra tout à l'heure. Donc une diversification potentielle. Ça s'appelle mettre les œufs dans différents paniers
pour éviter seulement de faire les mêmes cultures sur le territoire. Alors je sais que je parais un extraterrestre ici à dire diversification des cultures, mais je vous montre vraiment factuellement comment les arbres peuvent s'implanter sur le territoire et donc d'avoir une économie qui soit un peu différente de ce qu'on a actuellement et pas se projeter seulement dans les mêmes cultures. Alors encore plus violent, vous avez la pomme golden, cette fois-ci au niveau européen. La pomme golden, elle évolue extrêmement vite parce qu'elle a besoin de beaucoup de froid pour fleurir. Ce que vous voyez, c'est qu'elle était très présente en France, ici, là, durant la période actuelle. En vert, elle est très présente en France. Par contre, dans l'avenir, vous voyez ce front de progression rouge, là où elle pourrait disparaître et remonter jusqu'en Pologne, en Lituanie, ou alors à Oslo, où on pourra faire de la pomme golden à la place du Limousin, dont l'AOC, pomme du Limousin, est beaucoup basée sur cette variété. Donc une évolution extrêmement rapide et violente, et ce qui nécessite en parallèle des évolutions de filières, on le verra tout à l'heure. Alors la tomate, moi je vous parle de la tomate, vous pensez à la Provence, forcément, l'Italie, l'Espagne également. Ici vous avez la tomate au cœur de l'été, donc c'est la semaine 33, c'est le mois d'août, et vous voyez que la tomate peut pousser dans certains potagers ici, et être intéressante. En faire une économie derrière, c'est pas forcément climatiquement intéressant. Avec l'évolution climatique, on aura une progression de la tomate qui pourrait être intéressante au cœur de l'été et les futures zones de production de tomates, qui sont montrées d'ailleurs dans les différentes figures sur lesquelles je travaille, et ben c'est Nantes. C'est la mâche de Nantes, quoi. La mâche de Nantes qui poussait la salade, le chou-fleur, là-bas, c'est de la tomate, de la courgette et de l'oignon qu'on aura à la place. Des légumes du soleil du côté du nord de la France, tandis que chez nous, en Provence, regardez ici, on perd du potentiel, il fera beaucoup trop chaud, notamment pendant sa période de floraison. Et on aura des problématiques de floraison. À force de regarder la France, pareil, vous n'avez pas regardé l'Espagne qui, elle, produit beaucoup de tomates pour nous les envoyer. D'ici 2050, ça sera sûrement l'inverse. En été, c'est nous qui enverrons des tomates en Espagne. Alors pareil pour le melon c'est exactement la même chose que la tomate. Il pourrait progresser vers le nord de la France. On retrouve le melon charentais, le melon de Cavaillon, et dans l'avenir, on aura peut-être le melon de Caen ou le melon du Mont-Saint-Michel. Peut-être que ce sera un futur AOC et un futur IGP. Alors, je vous projette dans des choses qui paraissent extrêmement lointaines. Mais il y a quelque chose que je ne veux pas. Je ne veux pas que ce soit l'agriculteur qui finance la transition sur ces nouvelles filières. Ça, c'est impossible. L'agriculture ne peut pas soutenir une nouvelle filière sur un territoire. Je considère que toutes les industries agroalimentaires, tous les intermédiaires, toutes les GMS et surtout notre ministère de l'Agriculture doivent considérer ces nouvelles filières pour garantir la souveraineté alimentaire en 2050. On n'aura pas les mêmes productions au même endroit et la même façon de produire au même endroit. Si on n'investit pas dans ces nouvelles filières, je sais bien qu'il y a plein de problèmes à court terme, mais si on ne pense pas au futur, je veux dire, c'est pas forcément donner un héritage très bon sur nos filières à nos enfants dans l'avenir. Ensuite, il y a les consommateurs qui doivent être embarqués, c'est-à-dire de nouvelles recettes, de nouveaux AOC, de nouveaux IGP. Dans les cantines scolaires, on doit remettre du kaki, de l'olive, peut-être de la pistache française, plein de choses, du melon. On peut imaginer que dans les cantines, il faut habituer les palais de nos enfants, parce que ici, nous, en tant que personnes plus âgées, c'est plus difficile de changer notre alimentation. C'est les plus jeunes qu'il faut habituer à acheter ces nouvelles productions du territoire. Alors sur le saisonnier aussi, on a des évolutions. Ça, c'est notamment pour la vigne. Vous avez ici les dates de vendange à Beaune. Alors Beaune, c'est plutôt du côté de Dijon. Mais ce qui est intéressant avec cette figure, c'est qu'on a les dates de vendange depuis 1659, c'est-à-dire depuis extrêmement longtemps, 4 siècles à peu près. Et donc les dates de vendange avant étaient entre le 23 septembre et le 3 octobre. Depuis 70 ans, on a gagné 20 à 25 jours, à tel point que les dates de vendange à Beaune cette année, l'an dernier, c'était le 20 août 2025, alors que d'habitude c'est entre le 23 septembre et le 3 octobre. C'est-à-dire que la saisonnalité de nos productions va aussi évoluer sur le territoire. Cette saisonnalité est très visible, notamment sur la plus longue série phénologique du monde, les cerisiers japonais à Kyoto. C'est la plus célèbre que nous avons sur Terre, parce qu'elle est depuis 812. Avant, il y avait cette floraison entre le 11 avril et le 16 avril, et depuis à peu près 70 ans, on a gagné 15 jours. On a gagné 15 jours d'ailleurs sur les poiriers, sur les pommiers, sur toutes les cultures arboricoles que nous avons en France. Et du côté de la Champagne, c'est exactement pareil. Ici, c'est en vert. On avait des dates de vendange entre le 21 septembre et le 1er octobre. Et progressivement, elles se décalent en moyenne début septembre, voire fin août, pour les années les plus précoces.
Voilà, donc une évolution de la saisonnalité qui impose donc, qui devrait continuer dans l'avenir d'ailleurs. Ici, vous avez les mêmes dates de vendange et la date de floraison en Champagne, pardon, depuis 1960 jusqu'en 2100. Et en pointillé, vous voyez que ça continue à être de plus en plus précoce. On gagne encore quelques jours de précocité sur la floraison et sur les vendanges. Alors pourquoi je vous parle de ce problème ? Et c'est un problème qui est majeur pour la vigne d'ailleurs ici et pour la plupart des arbres que nous avons sur le territoire. C'est simplement que le risque de gel, lui, en avril, il diminue aussi, mais pas aussi vite que la date de floraison. Et donc on se retrouvera en avril avec des vignes trop développées et du gel trop important. Vous les avez juste là, de 1980 à 2009, plus on part dans le blanc, moins il y a de risque de gel, plus on part dans le jaune, plus il y a de risque de gel. Donc ce sont des simulations sur le chardonnay du côté de la plupart des régions françaises. Donc on retrouve bien du côté de la Champagne-Ardenne une évolution par x2, x4 du risque de gel au printemps. Et encore une fois, ce n'est pas le gel le problème, c'est l'avancée de débourrement de nos vignes qui seront de plus en plus précoces. En parallèle, on a aussi un degré d'alcool qui devient de plus en plus important dans nos vins. Vous l'avez ici, plus 2,5 degrés potentiel d'alcool dans le Languedoc. Et à Cognac, c'est à peu près 2 degrés. Pareil du côté de la Champagne, un petit peu moins marqué, et du côté de la Bourgogne aussi, mais un petit peu moins marqué. C'est-à-dire que nos vins sont de plus en plus alcoolisés. Pourquoi ? C'est aussi un problème de décalage de saisonnalité. C'est-à-dire qu'avant, le remplissage du grain, donc c'était la période où la grappe était verte et très dure et qu'elle prenait ses couleurs et puis ses arômes, ses tanins et puis elle grossissait, elle avait besoin d'eau. Avant, ça se faisait en août et en septembre. Maintenant, ça se fait en juillet et en août. Ça s'est décalé, il y a plus de sécheresse. C'est-à-dire que le remplissage du grain, de la grappe, elle se fait en plein milieu de l'été et là où il y a moins d'eau. Donc la grappe, il y a moins d'eau dans la grappe, vu que le sucre fait l'alcool. S'il y a moins d'eau dans la grappe, le sucre est plus concentré, c'est comme la grenadine, et donc le taux d'alcool augmente derrière parce que le sucre est plus concentré dans cette grappe. Donc le goût aussi de nos produits de terroir évolue avec l'évolution climatique. Maintenant, on va prendre un peu de recul, on va parler de 2 filières et puis après on parlera des paysages. J'ai choisi de parler des paysages et des sols parce que justement, je pense que c'est un bon levier dans la région. Alors le blé. Je vais parler un petit peu de géopolitique. Parce que là, je vous ai dit, on va faire telle culture ici, telle culture là, on l'a fait comme ci, on l'a fait comme ça. Ok. Bon. Il faut prendre un contexte beaucoup plus global. C'est pas juste la France qui est concernée par le changement climatique, c'est toute l'Europe, c'est le monde entier. Et si vous prenez le blé, son rendement du blé a augmenté depuis Napoléon jusqu'à la Seconde Guerre mondiale de façon très légère, puis il a été multiplié par 7 par la Révolution verte depuis 1945. Donc des progrès génétiques, chimiques, mécaniques sur lesquels on essaye de revenir pour parler un petit peu plus de durabilité parce que nos sols ne peuvent pas soutenir des dizaines d'années en plus sur une telle mécanisation de ces sols. Depuis les années 2000, le rendement s'est stabilisé. Il s'est stabilisé pour le blé pour différentes raisons. Et les scientifiques de l'INRAE et d'Arvalis, que vous avez juste ici, eh bien, ils ont travaillé sur cette stabilisation. Ils ont montré que 70% de l'explication, c'est climatique. Excès d'eau pendant l'implantation en automne. Excès d'eau parfois pendant les moissons, comme en 2024 et en 2016. Déficit d'eau pendant le remplissage du grain du blé 1976-2003 notamment. Donc des accentuations d'extrêmes hydriques et thermiques pendant des stades sensibles du blé. Autre point, la baisse de fertilité des sols. Ils ne sont pas morts, mais ils ont besoin de nouvelles façons de produire pour pouvoir avoir un taux d'alcool, un taux de carbone qui remonte. Je pense qu'on parlera de ça avec Terra Solis tout à l'heure. Des changements dans les rotations, il y a moins de légumineuses, mais aussi des décisions politiques d'interdiction de substances actives ou sur les nitrates également, qui peuvent être justifiées sur la qualité de l'eau notamment. Donc une stagnation plurifactorielle des rendements avec une dominance climatique. Si on regarde le rapport du GIEC, ces rendements du blé pourraient augmenter sur la partie nord de l'Europe et diminuer sur la partie sud de l'Europe. Vous êtes vraiment à la limite ici, je dirais que les rendements de blé seront plutôt stables dans l'avenir. Donc on a une évolution des rendements du blé qui pourrait monter sur une bonne partie de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y aura de l'eau sur cette partie de l'Europe, parce qu'il fera plus doux aussi, et surtout parce qu'il y a plus de CO2. Le CO2 accélère la photosynthèse du blé, ce qui n'est pas le cas pour le maïs.
Et encore une fois, je ne vous dis pas de faire des tours de votre champ avec le tracteur pour polluer, pour le fertiliser, non. Le CO2 a quand même des conséquences négatives aussi sur d'autres aspects de notre climat. Mais pour le blé, en tout cas, c'est un fertilisant. Et sur la partie nord de l'Europe, vu qu'il y a de l'eau, on peut faire la photosynthèse et récupérer ce carbone pour faire ensuite, en gros, des feuilles, des tiges et des grains de blé. Sur la partie sud de l'Europe, il fera trop sec pour pouvoir faire ça. Et donc, le rendement du blé va diminuer. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que le bassin de production de la première calorie du monde, le pain, le blé, hein, ça fait le pain, la première calorie du monde est en train de migrer progressivement vers la Pologne, la Lituanie, l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Le changement climatique n'est pas juste de savoir comment on cultive et qu'est-ce qu'on cultive où, c'est de savoir qui seront nos concurrents dans l'avenir et à qui on livre nos calories dans l'avenir. Et ça, il faut le comprendre, ça c'est plus quelque chose de géopolitique, voire de politique, c'est-à-dire de préserver nos filières françaises pour ne pas dépendre de bassins en dehors de l'Union européenne. Je veux dire, la Pologne, ça me dérange moins. Mais la Russie, ça devient compliqué. Et en 15 ans, la Russie est passée d'importateur de blé, parce qu'elle ne pouvait pas le cultiver suffisamment pour sa population, elle est passée à premier exportateur mondial. Il n'y a pas que la bombe nucléaire qui nous permet d'être bien positionnés en géopolitique dans le monde. On l'a oublié, en Europe, on a également les frigos vides. C'est pas parce que nos magasins sont pleins toute l'année qu'ils seront pleins jusqu'à la fin du siècle. C'était tout un tissu économique, tout ce qu'on a mis en place pour les rendre pleins et qu'il n'y ait pas de manque. C'est quelque chose qui est fragile et on ne peut pas le livrer à d'autres pays. On a déjà livré la production de nos engrais à la Russie, on en parlera tout à l'heure, avec le gaz, le biogaz, même si on essaye de revenir dessus par plutôt une souveraineté sur les engrais en France. Par contre, on ne peut pas livrer notre première calorie à la Russie et il faut absolument réagir derrière. Donc réagir, c'est-à-dire mettre en place aussi des moyens de soutenir notre production agricole et de l'adapter au changement climatique. Vous avez ici 9 pôles d'adaptation. Dans ces 9 pôles, il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Le premier commentateur de CNews qui vient me dire « Moi j'ai trouvé une super solution, il suffit d'irriguer le maïs et vous en aurez jusqu'en 2100 ». Non, ce n'est pas le cas. Il faut travailler sur 9 solutions à la fois et c'est complémentaire, qu'on soit d'accord. La première solution, et elles ne sont pas classées par gamme d'importance, c'est notamment la génétique, c'est les recherches génétiques que nous faisons depuis 70 ans. La deuxième, c'est le matériel. Par exemple, l'irrigation peut être aussi une solution quand elle est traitée à bon escient et qu'en parallèle, on travaille sur le sol, par exemple. Parce que irriguer, par exemple, du maïs sur un sol qui ne retient pas d'eau, c'est des pertes en eau en réalité. Si vous avez un sol plus vivant, un maïs qui consomme moins d'eau ou alors une autre espèce qui consomme moins d'eau, là, on a de la complémentarité et on s'adapte au changement climatique. Vous avez aussi le paysage, j'en parlerai tout à l'heure. Vous avez la biogéographie, c'est l'aire de répartition des espèces. Ce sont les cartes qui ne s'animaient pas, qui étaient là tout à l'heure. On a la recherche aussi. C'est-à-dire que quand vous interdisez des produits phytosanitaires, pour des raisons X ou Y, qui sont parfois extrêmement valables pour l'environnement, il faut anticiper cette interdiction par la recherche et faire un peu redorer notre recherche, notamment investir dans les recherches d'avenir. Parce que tout ce qu'on a sur le territoire en agriculture, ne serait-ce que les tracteurs, ça vient de la recherche, de la physique, de la chimie, du matériel. Toutes les variétés qu'on a sur nos territoires, ça vient de la recherche génétique, notamment. Toutes les modélisations que je vous montre aussi, c'est de la recherche, etc., etc. En fait, c'est la recherche qui est vraiment à la base de l'augmentation du rendement et de la nutrition, on va dire, de la plupart des personnes sur Terre. Le sociétal, le politico-économique sur la réduction des gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Alors on passe au maïs avant de passer au paysage. On passe au maïs parce que lui, le maïs, il ne pousse pas à la même période. Le blé va pousser sur la partie froide. Le maïs va pousser sur la partie chaude de l'année. En plus de cela, le maïs, lui, le CO2, il s'en fout. Le CO2, il ne poussera pas plus vite si le CO2 augmente. C'est une plante qu'on dit une plante en C4, et ces plantes en C4 ne poussent pas forcément plus vite avec l'augmentation du CO2. Donc le maïs ne poussera pas plus vite. Bon, ceci dit, le maïs, lui, son rendement, il augmente. Et il s'est stabilisé progressivement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est stabilisé à un niveau assez haut quand même, il est assez productif. Mais
la variabilité des rendements est énorme autour de la moyenne sur laquelle il s'est stabilisé. C'est pas rassurant pour un agriculteur d'avoir une année bonne, une année mauvaise, 2 années mauvaises, une année bonne. On ne peut pas investir dans une culture d'avenir si la variabilité des rendements augmente. Et cette variabilité est notamment due au fait que dans le sud-ouest de la France, ça c'est la moyenne nationale, ça devient de plus en plus complexe de produire du maïs. Alors dans la plupart des régions françaises, le maïs est attendu à la baisse. Et surtout dans toutes les régions françaises qui sont au sud d'ici, au nord d'ici, dans un premier temps, le maïs pourrait avoir un rendement qui augmente, puis à partir de 2040, il diminuera. Je ne vous invente rien, ce sont les études qui ont été faites au sein de l'Union européenne sur la régionalisation de la production du maïs, vous les avez juste là. Alors en non irrigué, on est en marron, c'est-à-dire qu'en non irrigué, le rendement du maïs diminue partout. Il fait trop chaud partout et surtout trop sec. Par contre, en irrigué, si les conditions des nappes phréatiques le permettent, s'il y a des nappes phréatiques et si le sol d'ailleurs est vivant, c'est pas que je dis irrigué qu'on doit faire comme en Espagne. En irrigué, vous avez une hausse des rendements à plus 1,5 degré, donc dans un premier temps jusqu'en 2040, et puis après ça diminue légèrement après 2050. Donc voilà, ça dépend des régions. Dans le nord de l'Europe, par contre, quand je dis nord de l'Europe, c'est à partir du nord de Beauvais. Là, on aura des rendements de maïs au nord de l'Allemagne qui pourraient être intéressants en conditions irriguées si les nappes phréatiques le supportent. Et là, c'est exactement pareil que pour le blé. Vous avez 9 zones d'adaptation, sauf que pour le maïs, on travaillera plus sur l'évolution des filières sur le territoire. Un maïs dans le sud de l'Europe deviendra presque aberrant d'ici 2050. On le fera remonter peut-être dans le nord de la France, remplacé par du tournesol, du pois chiche. D'ailleurs, on plante des oliviers en ce moment dans le sud-ouest de la France. C'est une forme d'adaptation aussi. Si vous remplacez un champ de maïs par un champ d'olivier, vous consommez 80% de moins d'eau. Et en plus de cela, vous avez 7 degrés de plus de résistance. Donc c'est un peu une filière plus long terme, on va dire, adaptée au changement climatique. Je voudrais finir, il me reste 10 minutes, je voudrais finir sur les paysages. Et là, vous avez trouvé ça curieux. J'ai fait exprès un petit peu secouer les cocotiers. Je voudrais vous parler du sol et des paysages. Et je ne vais pas vous le faire dans un format bobo écolo qui mange des steaks vegan et puis qui fait de la trottinette électronique. Non, je vais vous le parler sous forme agronomique, qu'on soit d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est dans une région comme la Champagne-Crayeuse, pas très loin d'ici, où il y a très peu d'arbres, que je ne vais pas forcément vous en parler. Justement, je vais vous en parler. Alors, la haie, le vent et l'évapotranspiration. Dans un premier temps, vous avez ici cette figure d'une étude qui a été faite en 1995 au Canada. Il y a plein d'autres études qui ont été faites dans plein d'autres pays sur plein de types de sols différents. Vous avez une haie là. Là, vous avez une haie à 0. Plus je m'éloigne de la haie, plus je pars de ce côté-là du graphique. Ici, la ligne droite, c'est le rendement moyen de la parcelle. Quand on est sous le rendement moyen de la parcelle, c'est que le rendement est plus bas. Et quand on est au-dessus, c'est que le rendement est plus élevé. Là, on est dans une année plutôt sèche. Ce que vous observez, et qui est tout à fait logique, et que même les agriculteurs doivent voir sur le terrain, c'est que quand on s'approche de la haie, le rendement est plus bas. Ça, c'est normal. La haie fait de l'ombre et elle consomme de l'eau. Ça, c'est vrai. Mais de toute façon, l'arbre, il a besoin d'eau pour vivre. Donc ça ne peut être que vrai. Par contre, quand on s'éloigne de la haie, on a un effet positif. Le fait que la haie protège du vent une partie de la parcelle, le rendement augmente par rapport à la moyenne. Tout simplement puisque l'évapotranspiration est plus faible, parce que le vent est plus faible, le vent dessèche, et donc le rendement peut être plus élevé. Premier point. Ça, c'est une année sèche. Ça, c'est une année humide, même parcelle. On a l'effet négatif de la haie, mais on n'a aucun effet positif de la haie. Là, vous le voyez sur le schéma, je vous le dis clairement. Oui, moi, si j'étais agriculteur, dans ce cas-là, je me dirais « Oh, ma haie, elle m'embête, je voudrais l'enlever ». C'est ce qu'on a fait d'ailleurs beaucoup ces 70 dernières années. Mais n'oubliez pas que dans un contexte de changement climatique, on va aller sur des années plus sèches, avec des étés, des printemps, des automnes plus secs. C'est-à-dire que l'héritage que vous donnez sur des haies sur votre territoire sera utile dans un contexte de changement climatique. Il protégera nos végétaux. Et vous avez un vent dominant ici, à part celui d'ouest, il y a un vent qui est très gênant, c'est la bise. C'est le vent de nord-est ou le vent d'est. C'est un vent qui est très sec et qui, sur des terres comme la Champagne-Crayeuse, peut provoquer un assèchement, des demandes en eau plus élevées, puisque ça augmente l'évapotranspiration. Donc planter des arbres dans un contexte-là, ça permet de limiter le vent dans des années qui seront de plus en plus sèches.
Voilà, je l'ai dit, j'espère que je ne vais pas me faire taper à la sortie. Le paysage et l'écoulement de l'eau. Parce qu'en fait, ça va plus loin. La structure paysagère, elle permet notamment de mieux gérer les écoulements d'eau. Vous avez ici un paysage plutôt nu et un paysage plus complexe. Je ne suis pas en train de vous dire, je ne vais pas vous dire de diviser votre parcelle en 400 et de faire une charrue avec des bœufs. Non, on ne va pas revenir à la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas ce que je vais dire. Là, vous avez ce paysage qui est nu. Si vous versez une carafe d'eau sur ce paysage, l'eau va s'en aller rapidement. C'est ce qui s'est passé dans les Pyrénées-Orientales. On a eu 400-500 mm de pluie après 3 années de sécheresse et 90% de cette eau est déjà dans l'eau, dans la mer, malheureusement. Alors, dans un contexte climatique futur ou dans un paysage plus complexe, on pourra mieux retenir les écoulements d'eau sur un territoire. En tout cas, c'est ce qu'il faut. C'est-à-dire que l'arbre, il protège du vent, mais si vous mettez une haie perpendiculaire à la pente, je ne vous dis pas d'en mettre 15 000. S'il faut mettre une haie, de bien la placer, perpendiculaire à la pente, pour éviter que l'eau ruisselle, s'écoule, pour ralentir sa course et lui laisser le temps de s'infiltrer. C'est ce qu'on appelle l'hydrologie régénérative. Ralentir, répartir, infiltrer et stocker cette eau d'écoulement. Oui, parce que dans l'avenir, il faudra un minimum stocker de l'eau d'écoulement pour pouvoir irriguer quand il y a de l'eau en excès. Et je ne vous dis pas de l'eau des nappes phréatiques, mais là, je vous dis de l'eau d'écoulement qu'on peut par exemple avoir sur des retenues d'eau collinaires qui serviront peut-être à la biodiversité ou d'ailleurs à l'irrigation. Dans le sud de la France, ça sert aussi pour les feux de forêt. Ça, c'est plus pour le sud de la France. Voilà, donc ça a une certaine limite, parce que quand il tombe 600 mm de pluie à Bordeaux en 2 mois, oui, même dans un paysage complexe, ça sera complètement inondé. Mais le but, c'est pour les périodes sèches, quand il y a un orage par exemple, au lieu d'avoir toute l'eau qui coule très rapidement, ça lui permet d'en retenir un petit pourcentage supplémentaire. Avec ce schéma, vous comprendrez, là vous avez une haie perpendiculaire à la pente. Cette pente-là, lorsque l'eau coule, elle vient bloquer sur le talus, sur la haie, elle s'infiltre progressivement. Alors ça, qui va payer tout ça? C'est ça le problème aussi. Parce que souvent, ce sont les agriculteurs qui prennent des décisions pour planter ces haies, pour entretenir ces paysages. Je suis allé en Suisse il y a 1 mois et j'ai parlé un petit peu de tout ça beaucoup plus en détail parce que j'ai fait une formation de 7 heures là-bas. Donc j'avais beaucoup plus de diapos. Et au bout de 20 minutes, ils me disent, les agriculteurs, mais ça, monsieur Zaka, on connaît le sol, les haies. Et je leur dis, ah bon, comment ça? Il m'a dit, on est payé pour faire ça. Ça veut dire qu'il y a une partie des impôts de la commune qui sont pris pour les hôpitaux, pour les écoles comme ici, pour les routes, pour les biens communs et pour le paysage. Ils plantent des haies payées par les agriculteurs, par les locaux en fait. Quand ils stockent du carbone, ils sont payés par le village également. Quand ils travaillent sur la biodiversité, ils sont payés par le village. Et ils le font d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Ils ont replanté des haies et ils sont payés au kilométrage de haies. Parce que planter des haies, ça coûte à l'achat, ça coûte à la plantation et ça coûte à l'entretien. Donc ce système agricole en lui-même, il ne faut plus le revoir seulement basé sur la production agricole. Il faudra aussi réfléchir dans l'avenir sur l'évolution de ce qu'on veut du métier d'agriculteur, la production d'énergie, on le verra tout à l'heure, du maintien du paysage et également de la production de quoi manger, bien sûr. On n'est pas là non plus pour faire une culture d'arbres, on est là pour aussi manger. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ces services qu'on rend au paysage, donc d'avoir de l'eau dans les nappes phréatiques peut-être un petit peu plus en excès, c'est des services qu'on rend aussi aux villageois, puisque du coup ils auront de l'eau potable dans les robinets. Voilà, donc il faut y penser aussi dans l'avenir. Alors l'arbre et la température. Je vous ai parlé du vent, je vous ai parlé de l'écoulement de l'eau, mais l'arbre joue aussi un rôle, le paysage joue aussi un rôle sur la température. Avec quelques bémols, cette fois-ci, j'ose les faire. Vous avez par exemple ici de l'agroforesterie. Pour l'instant, dans les études que j'ai lues, l'acceptabilité économique est complexe, je vous l'accorde, puisqu'on perd du rendement et on gagne par contre de l'arbre. Oui, on gère mieux le paysage, mais il faut aussi que ça soit rentable au niveau économique. Je pense que c'est une voie d'avenir, mais il y a encore pas mal de recherches à faire. Par contre, au niveau du maraîchage, de la production animale ou de la viticulture, dans le sud de la France, l'arbre devient presque essentiel pour nous, puisque nos cultures d'été, les tomates, les courgettes, les melons, ont tendance d'ailleurs dans l'avenir, dans le présent et dans l'avenir, à avoir de plus en plus de difficultés à produire. Il fait trop chaud chez nous pour produire des tomates, donc les faire sous une bâche, sous les arbres, parfois sous panneaux photovoltaïques, ça permet de continuer à produire de quoi manger. Alors bien sûr, l'arbre est bien sûr plus important
sur le territoire. Et je terminerai, comme je l'ai dit, pour ouverture sur le sol, puisqu'en réalité, le sol propose 50% de la solution face au changement climatique. On a vu plein de choses, l'irrigation, les variétés, changement de filière, différents systèmes d'investissement, de paiement des agriculteurs sur les services qu'ils rendent. Mais je voudrais vous parler du sol pour terminer, on le détaillera dans la table ronde. Vous avez par exemple ici ce qu'on appelle une rotation, le colza, le blé, l'orge et le maïs. Au milieu, le sol, il n'est pas nu. Il y a un couvert végétal. C'est-à-dire que le sol ne se retrouve pas exposé au vent, au soleil, à l'érosion, tout ce qu'on veut. Il garde un petit peu de fraîcheur, il y a le couvert qui le protège, qui le maintient et qui, au passage, stocke du carbone. Le seul inconvénient dans ce type d'agriculture, c'est qu'il faut détruire le couvert pour planter la culture suivante. Et parfois, on a recours à des produits chimiques. Donc, il y a encore beaucoup de recherches à faire sur le bio et l'agriculture de conservation des sols, notamment. Et je terminerai sur ma dernière diapositive par tous ces problèmes. Les problèmes climatiques. L'accentuation des intensités pluvieuses, ça on l'a vu, un air plus chaud peut contenir plus d'eau. Donc il pleuvra plus quand il va pleuvoir. Cela provoque lessivage, ruissellement, inondation, érosion des sols. La réponse des sols, si on travaille différemment le système agricole, c'est ralentissement de la course de l'eau et meilleure gestion de l'absorption de ce sol. Deuxième problème climatique, accentuation et allongement des sécheresses. Ça, c'est ce qu'on a vu tout au début. Un sol plus vivant évite 7 à 10 jours de sécheresse. Alors bien sûr, s'il ne pleut pas pendant 5 mois, c'est pas magique, il sera aussi en sécheresse. Mais ça permet de retenir 5 à 10% de plus d'eau qu'un sol classique, retourné. De fortes températures également, avec le changement climatique, et ces fortes températures échauffent le sol, font parfois perdre de la vie des sols quand il fait trop chaud et trop sec. Les bactéries s'arrêtent, les insectes aussi. Par contre, un couvert végétal permet de mieux réguler la température de ce sol. Et pour terminer, et c'est là où je passerai la parole après, l'augmentation du CO2 atmosphérique est un problème et la seule technologie qu'il existe sur Terre pour pouvoir récupérer ce carbone, c'est pas Elon Musk qui nous la développe, c'est vous qui l'avez dans les mains, c'est la photosynthèse. Et ça, on va en parler à la table ronde. Je terminerai ma conférence, donc pour laisser place à nos invités pour discuter de tout ça, par cet orage que j'ai pris le 4 août 2020 à Cannes, dont l'animation ici ne veut pas se lancer également. Et juste cette photo de fin que vous ne voyez pas très bien avec la luminosité, mais j'ai pris cet orage le 4 août 2020 à Cannes, parce que je suis également chasseur d'orage, photographe d'orage, et cette photo en 2021 a été élue plus belle photo du monde. Merci.